Voilà, donc je disais tout à l'heure, l'écriture de soi, en fait, a commencé avec Hésiode, puis avec Marc Aurèle, l'un des Césars, qui ont encouragé les arts. Et il était lui-même écrivain, il était lui-même poète. Donc, il a écrit là aussi une œuvre monumentale, Pensée pour moi-même. Donc, il a titré Pensée pour moi-même. Et à travers lesquelles il a discuté un peu, surtout, le zèle que montraient les gens intéressés par les cercles du pouvoir et surtout les bassesses auxquelles ils sont prêts pour avoir quelques privilèges, quelques postes ou des fiefs, etc. Puis, peut-être un saut très grand dans le temps, nous avons le caustique Voltaire, nous avons Rousseau, un peu le pédagogue, Chateaubriand, mais surtout nous avons Paul Valéry à travers l'idée fixe, qui parle de lui-même et qui émet un certain nombre de jugements sur la culture, sur la littérature, sur la philosophie de l'époque, sur les mathématiques qu'il a étudiées un peu tardivement et dans lesquelles il a excellé. L'idée fixe qui est une pièce de théâtre, avec un jeu qui parle à quelqu'un d'autre. Puis nous avons Proust, à la recherche du temps perdu. Où est-ce que vous voulez avoir une littérature de soi plus féconde, plus importante, plus grandiose, plus poétique que celle de Proust, qui a réussi justement pour parler de lui-même, mais aussi de la société et de ses travers, à arrêter le temps par la narration. C'est un présent perpétuel et c'est des phrases de plusieurs pages des fois qui ont permis à Proust donc cette écriture de soi. C'est l'une des stations, peut-être de l'écriture de soi, les plus extraordinaires. Puis faire référence à l'américain Henry Miller. Henry Miller, le colosse de Marussi, il fait un périple, donc alors qu'il était, tout à l'heure, Sami Tchak parlait du bas de l'échelle, le noir qui se retrouve au bas de l'échelle, et qui reproche un peu à l'Occident, excusez cette digression, qui reproche un peu à l'Occident d'être indifférent au sort des migrants. Que peut faire l'Occident pour être, soi-disant, non différent? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est en train de les accueillir, il est en train de les nourrir tant bien que mal, d'essayer de les insérer quelque part dans une structure ou dans une autre. Mais en fait, pourquoi? Parce que l'Africain ou un habitant du tiers-monde, il part ailleurs, il accepte d'être au bas de l'échelle parce qu'il voit l'échelle. Elle est là. Elle est matérialisée par les différentes structures de la société, la capacité d'acquérir, malheureusement, à la société de consommation qu'il dénonce, Sami Tchak, avec beaucoup de virulence, beaucoup de violence. Mais chez lui, il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien. C'est l'horizon incertain, etc. Une fois, on a montré des migrants venus du sud-est asiatique, en Italie. L'émission a été tournée en Italie. Et on a parlé à l'un des migrants, et le caméraman ou le réalisateur a insisté sur ses chaussures. Il avait des chaussures complètement déchirées, avec ses orteils qui sortaient, etc. Et c'est un Birman, de la Birmanie, c'est-à-dire du sud-est asiatique. Il lui a dit, où est-ce que vous voulez aller? Il lui dit, j'ai l'intention d'aller en Scandinavie. Il paraît qu'il y a là-bas du travail qui ne demande pas de qualification spéciale, donc dans l'agriculture, dans la cueillette, etc. Et il lui dit, vous allez continuer comme cela en Birmanie. Comment? Il lui dit, mais à pied. À pied. Je suis venu de Birmanie à pied. Vous imaginez quelqu'un qui vient de Birmanie, qui veut aller en Scandinavie à pied. C'est surhumain. Et c'est en même temps un projet, une ambition grandiose. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il accepte de partir du bas de l'échelle dans un pays où il y a une échelle. Et d'une certaine manière, il suit les ressources naturelles. Les Européens acceptent, pillent les ressources, mais ils refoulent
les propriétaires, les vrais, les légitimes propriétaires de ces ressources-là. Donc, excusez cette digression. Et puis, vous avez une œuvre là. Je disais donc Henri Miller, l'américain, le colosse de Marussi, alors qu'il était au bas de l'échelle en Europe, donc il cherchait à se faire inviter pour un repas, il vivait avec sa femme en tant que SDF. Mais il avait une bonne plume. Hein. Ses œuvres, ses premières ont été censurées. Puis il rencontre une dame qui lui parle de la Grèce. Il lui dit c'est un pays extraordinaire, je reviens de la Grèce. Il se rappelle qu'il a un ami écrivain lui-même en Grèce. Donc il le contacte, l'écrivain l'invite, l'accueille chez lui, et il fait un peu un périple à travers la Grèce, et il découvre non seulement un peu plus généreux, un peu plus chaleureux, un peu plus cultivé, mais un peu plus désintéressé, un peu plus hospitalier, et il découvre un pays grandiose avec sans doute un prolongement de la grande culture hellénique. Donc il se dit, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible qu'un peuple pareil soit issu d'Homère et des grands tragiques, et puis avec toute cette civilisation qui présente encore aussi aujourd'hui énormément de signes. Puis, il y a une œuvre, mais monstrueuse, monstrueuse. Je ne sais pas si vous la connaissez, Jerzy Kosinski, un Américain d'origine polonaise, qui a vécu une enfance terrible et qui a écrit L'oiseau bariolé. Certains disent que c'est de la fiction pure, etc., mais en fait, c'est une œuvre autobiographique dans laquelle il va montrer toutes les souffrances qu'il a endurées en étant enfant. Mais, contrairement à l'écriture de soi de tout à l'heure, c'est une écriture, c'est un cri, sans doute, pour alerter les parents adoptifs, les parents négligents, les gens qui s'en prennent aux enfants parce qu'ils n'ont pas de défense, etc. Et c'est une œuvre vraiment dérangeante. Et les Occidentaux ont essayé de la mettre dans le cadre de la fiction, etc., parce que ça les dérange. Parce qu'ils ont compris que une société qui maltraite autant les enfants, c'est une société qui est vouée à énormément de problèmes et à ce qu'on dit familièrement une forme de retour de manivelle et à toutes les dérives que le monde connaît aujourd'hui et qui commencent à nous envahir, malheureusement, on en parlait tout à l'heure. Là aussi, c'est l'écriture de soi. Mais à une échelle, c'est vrai, personnelle, mais vraiment universelle, instructive. Puis nous avons Gabriel Garcia Marquez, Dépensé dans la bourrasque. C'est son premier roman qu'il a écrit à l'âge de 18, 20 ans. Peut-être que cela relève un peu de la mythologie. Mais en fait, cette œuvre-là, ce sont trois monologues. Trois monologues, un père, sa fille divorcée et son fils, le fils de la fille. Donc son petit-fils, qui assiste à la mort d'un médecin donc, du village, que tout le monde détestait parce qu'il était violent, mais un jour il a soigné le grand-père donc de l'enfant témoin. Et une œuvre où on sent, on comprend à travers les lignes, à chaque mot, que Gabriel Garcia Marquez parle de lui-même. Dans le monologue de l'enfant, où il nous dit, pour la première fois j'ai assisté à une mort, j'ai vu un cadavre, j'ai assisté à un enterrement, et surtout, j'ai assisté à cette magie-là qui habite la Colombie et l'Amérique latine et la littérature dans son expression la plus grandiose. Et vous connaissez Gabriel Garcia Marquez pour son sens de l'exagération et de la poésie poussée à outrance. Donc, ce sont des stations, il n'y a pas que cela, mais pour vous dire que la littérature ou l'écriture de soi a connu des formes assez diverses. Rien à voir avec l'idée dans laquelle on veut la cantonner aujourd'hui comme étant un genre où l'individu un peu narcissique parle de lui-même, parle de ses problèmes existentiels, identitaires, comme c'est le cas pour les deux auteurs que notre collègue du Liban a traité. C'est une littérature qui est là, qui remplit un vide et un champ
déterminé, un champ artistique déterminé, mais cette littérature de soi n'élève pas la personne à cet état de citoyen du monde et de citoyen qui a lu des bibliothèques entières et qui nous ouvre les portes magiques grâce à la littérature d'une vie que les humains ne soupçonnent même pas et qu'ils pourraient en fait créer et mettre en œuvre au lieu de la cantonner dans ce narcissisme-là. Puis nous avons là aussi le monumental Umberto Eco, que les étudiants savent quelle importance je donne à Umberto Eco, qui a écrit une œuvre biographique, littérature, écriture de soi, dont le titre est La mystérieuse flamme de la reine Loana. En fait, il parle de lui-même et lui, il est connu toujours pour faire intervenir un narrateur au début de son récit et qui nous raconte des faits assez extraordinaires avec une dimension encyclopédique inouïe. Jamais personne n'a écrit avec autant de culture, autant de savoir, autant d'érudition qu'Umberto Eco. D'ailleurs, les Occidentaux le qualifient de l'homme le plus érudit du monde. Bon, ça reste à discuter parce que nous n'avons pas dans les sociétés indiennes, dans les sociétés chinoises, dans les sociétés arabes, persanes, etc., ce qu'il n'y a pas d'érudits de cette dimension. Et je disais, Umberto Eco choisit d'être amnésique. Il se réveille donc dans un hôpital, il ne se souvient de rien, et le médecin vient discuter avec lui. Et devant son érudition, il lui dit, monsieur, je reviendrai la prochaine fois avec une encyclopédie et on continuera cette discussion. Parce qu'étrangement et étonnamment, le malade amnésique ne sait pas qui il est, d'où il vient, qui sont ses parents, il ne reconnaît même pas sa femme quand elle vient le voir. Mais il a une érudition monstrueuse, inimaginable. Voilà donc quelques stations, il y en a d'autres, mais c'est les plus peut-être les plus marquants, les plus prégnants, en tout cas ceux que j'ai sélectionnés pour cela. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. N'oublions pas de rendre hommage à la littérature arabe, surtout anti-islamique, parce qu'à partir de l'avènement de l'islam, donc il y a un message, il y a un prophète, il y a un certain nombre de règles à observer, etc. Mais avant, c'était l'écriture vraiment de soi, de sa tribu, l'éloge du courage, de l'honnêteté, de l'hospitalité, et je vous ai cité El-Mutanabi, Imam al-Qais, Hamza ibn Shtal, ce sont sans doute les plus connus, les plus influents. Mais en quoi ils rejoignent la littérature Madame, la psychologie, la psychanalyse nous disent que l'enfant, à l'âge de 3 ans, il commence à dire « je » de manière plus ou moins consciente, lucide, et il commence à inventer le récit, à inventer des récits. Et il commence à fabuler, parce que les récits à 3 ans, ce sont tous des récits de fiction. Pour vous dire que le jeu est au centre de l'existence même. Pourquoi? Parce qu'on pense le monde à travers soi et on y a toujours recours. Il paraît que l'être humain, en moyenne, ça dépend des sociétés, ça dépend des métiers, des fonctions, des situations, etc., prononce 20 000 mots par jour, en moyenne. C'est ce que disent certains statistiques. Voilà. Il paraît, je n'ai pas... ma fille je n'est pas là, donc elle est féministe, elle parle de pouvoir. Je n'ai pas voulu dire que les femmes, paraît-il... Oui, je sais. Mais moi, je ne le dis pas, moi, je le tais, cette information. Oui. Donc, il serait très, très intéressant, avec les outils informatiques qui sont mis à la disposition aujourd'hui, d'analyser dans ces 20 000 ou 22 000 ou 80 000 ou 100 000 pour les enseignants, les avocats, les commissaires priseurs, les vendeurs à la criée, etc., combien de jeux de moi, de nous, de moi-même sont utilisés. Il serait très très intéressant de faire un sondage ou une enquête pareil pour voir statistique. Voilà.
Et puis vous avez, j'allais dire, le summum du jeu, c'est les mémoires dans lesquelles on déguise justement ce jeu, n'est-ce pas, on le maquille, en faisant appel aux grands événements et aux grandes personnes qui ont marqué l'histoire et mené ces mouvements et changé carrément la face du monde. Les mémoires de De Gaulle, les mémoires de Lao Tzu, les mémoires de Confucius, on lui attribue des mémoires, mais nous ne savons pas qui il est, comment, etc. Voilà. Il y a beaucoup de textes apocryphes là-dessus, et on les range plus ou moins par complaisance, par souci. Donc dans l'écriture, dans les mémoires. Donc la part de soi est omniprésente, toujours, dans n'importe quelle écriture. Maintenant, lorsque nous regardons la civilisation, on en parlait tout à l'heure, la civilisation actuelle, qu'est-ce qu'elle a fait de l'homme? Malgré toutes ces réalisations, ce colloque, ces moyens, etc., qu'est-ce qu'elle a fait de l'homme? L'homme et femme, l'homme. L'homme, selon le schéma occidental, comme cela, de l'ascendance, était un chasseur-cueilleur à l'origine. Mais c'était un athlète accompli, extraordinaire. C'est quelqu'un qui pouvait parcourir 100 km par jour, qui n'avait aucun souci, où il n'y avait pas de meurtre, où il n'y avait pas de vol, où il n'y avait pas autre chose, je n'insiste pas là-dessus, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait de l'homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait de l'homme? Un hypertendu, diabétique, psychotique, homme et femme au foyer. Quand il n'est pas au foyer, il est dans sa voiture, il est dans son bureau, il est dans cette salle à faire une communication avec des étudiants ensemble là qui assistent. Donc, c'est toujours un espace clos, c'est une forme de foyer, parce qu'il y a des gens qui se sentent beaucoup plus chez eux dans leur fonction, dans leur métier, dans leur bureau, que chez eux à la maison. C'est pourquoi j'ai utilisé cette idée de l'homme au foyer. Voilà où nous a mené cette prétendue civilisation. C'est vrai qu'on en profite, vous allez me dire, monsieur, mais à moi tout seul, et les gens qui dénoncent cet état-là, ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de tentatives de gens qui se sont isolés sur des îles, dans des communautés, etc. Et souvent, ils ont fini par se suicider parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire face au monde. Vous allez me dire, je vais vous dire le plus dérangeant, c'est que, en parallèle, dans la littérature, si on compare par exemple, on a fait de l'épopée, de la tragédie, des grands classiques, des grands courants littéraires. Aujourd'hui, on est en train de tirer tous les écrits vers l'écriture de soi. C'est une forme de régression, c'est une forme de dégradation, c'est une forme de dépréciation, et c'est une forme d'utilisation en tant qu'outil de la littérature, mais à des fins narcissiques, à des fins personnelles, à des fins très réduites, très étriquées. C'est un peu ce qui arrive parce que c'est un forme de genre, c'est une forme d'école qui ne cesse de gagner du terrain et de prendre de l'ampleur, alors qu'elle n'a pas, qu'elle manque de cette dimension-là et de cette ambition-là que les grands courants littéraires